Voilà, dernière table ronde. Bonjour à tous. Service compris, Foodorama, qui a proposé comme dernière table ronde le sujet de la création du groupe de restaurants. Donc, devenir un serial food entrepreneur. Je ne sais pas si ce nom vous convient à tous les trois. Vous allez me dire si oui ou non ça vous convient ou pas. Bonjour Graphie. Bonjour. De PNY ou bien Paris-New York. Serial food entrepreneur, à vrai dire... Tu te reconnais dedans? Pas trop, non. Non. Parce que dans ma tête, je suis monomaniaque, tu vois. Je fais du burger et c'est tout. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Billy Pham, bonjour de Bao. Bonjour, enchanté. Alors, serial food entrepreneur, ça te convient comme... Alors, moi, j'étais en franchise dans la food auparavant, donc on va dire partiellement, un petit peu plus, mais c'est sûr qu'il y a un côté très monomaniaque aussi, comme Graphie dernièrement. Benjamin Cohen, du groupe Dahlia, salut. Hello. Alors moi je suis le petit poussé à la table ronde, donc ce serait présomptueux de dire oui. Entrepreneur, oui, clairement. Food entrepreneur. Clairement aussi. Serial, peut-être pas encore. Pas encore. J'attends de faire comme Billy, d'avoir des franchises, d'avoir un groupe, d'avoir plein de projets. Et on en reparlera. Bon. Alors ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement, peut-être, on a 45 minutes, mais de présenter rapidement vos activités en quelques secondes. Donc, Graphie, vas-y. Alors du coup, moi, j'ai monté PNY avec Rudy il y a une bonne dizaine d'années, avec l'idée d'essayer de servir le meilleur burger de la planète. Pas mal, hein, j'aime bien cette idée. Et aujourd'hui, tu as combien de restaurants dans combien de villes? Alors aujourd'hui, on a 14 restaurants, il y en a 8 à Paris et 6 un peu partout en France. On a fait ce truc malin d'être à la fois à Nantes, Bordeaux, Grenoble, enfin tu vois. C'est intéressant. Déjà, tu donnes des pistes pour la suite de la table ronde. Billy, toi? Donc moi, je suis le cofondateur de Bao Family avec Céline. Il y a 5 ans? Exactement, il y a quasiment exactement 5 ans. Pour la petite histoire, je remercie Graphie qui est à mes côtés parce que c'est elle qui nous a introduits, moi et Céline. Donc je pense que vous le saviez peut-être pas forcément. Ah non, moi, je savais pas. Ah, c'est drôle. Mais c'est grâce à Graphie qu'on s'est connus avec Céline pour commencer l'aventure Bao Family. Avec comme objectif clair, c'était vraiment d'apporter un œil nouveau à la cuisine chinoise sur Paris, qui avait beaucoup de clichés à l'époque. Donc sur notre premier restaurant, et j'aime bien à le rappeler parce que je pense que ça correspond toujours à notre état d'esprit et à notre image. On avait placardé des affiches No dogs, no cats, no rats, just Chinese cuisine. Je ne connaissais pas celui-là. Et c'est un petit peu sur cette vague qu'on continue de faire découvrir cette cuisine qui est extrêmement riche, délicieuse, savoureuse. Et donc combien de restaurants? Donc on a 4 restaurants sur Paris actuellement, ouais, avec deux ouvertures en cours, dont la première en dehors de Paris. Marseille, c'est ça? C'est ça, ouais, Marseille. Ouais. Bon. On a choisi la plus facile. Et en plus de ça tu l'as pas dit, mais t'es issu de la première ou la deuxième promotion de Service Compris, non? Exactement, la toute première, la meilleure. Désolé pour celle qui arrive. Oui, il y en a beaucoup après, tu vas te faire beaucoup d'ennemis derrière. Donc tu assumes, le côté la première, la meilleure, c'est ça? Tu es responsable de tes propos. Ça j'assume, mais c'est cautionné par les... Et toi, Benjamin, alors, Dahlia Group, tu peux nous en parler aussi, s'il te plaît? Ouais, du coup, moi, j'ai fondé Dahlia Group il y a 2 ans et demi, donc tout récent. J'ai ouvert un premier lieu en juin 2021 qui s'appelle Dahlia. Et j'ai démarré le groupe avec l'ambition et l'envie de développer un groupe de restauration autour de l'univers et de l'art de vivre méditerranéen. Et aujourd'hui, on a 2 restaurants qui tournent, un 3e en travaux et plein de projets pour 2025. Dis donc, à partir de 3, on peut dire c'est serial quand même, non? Toujours pas. Il me manque la franchise et les multi-projets. Et Nantes et Bordeaux et toutes les villes. Alors, la première question que j'ai, est-ce que ça faisait partie du projet de départ de se dire, cool, je vais ouvrir plein de restaurants? Graphie? Alors, pour notre part, pas du tout. C'est un peu arrivé comme ça. Avec 10 ans de recul, c'est bizarre de dire ça, mais au tout début, quand on a monté PNY avec Rudy, l'idée, c'était d'en ouvrir qu'un seul. Et l'idée, c'était de faire venir tout Paris dans notre restaurant. Donc de créer une institution. On avait ce rêve fou d'être l'institution du burger à Paris, mais d'en avoir que un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
ça a tant et si bien marché, le bouche à oreille s'est tellement fait que on avait de plus en plus de queues en face du restaurant. À cette époque-là, j'étais en cuisine et lui, il était en salle. Et je me rappelle, je sors prendre ma pause et je vois cette queue qui a aucun sens, qui allait jusqu'au prochain pâté de maison. Et là, je rentre dans le resto et je lui dis non mais ça n'a pas de sens. Il faut que, demain, à partir de demain, je gère le restaurant. Toi, tu vas nous en chercher un deuxième. Il faut qu'on désengorge parce qu'on va pas y arriver. Et en fait, du coup, on ouvre le deuxième à 800 mètres du premier. Ah oui, histoire de justement bénéficier, Voilà. Pour les clients aussi, c'était plus simple. À la C'est limite. ça, on leur disait allez, Aller à l'autre là-bas, allez un à peu plus l'autre loin. là-bas, Ouais. voilà. Et le troisième, ça a été la même histoire. Ça a été et donc on a ce truc un peu absurde d'avoir 4 ou 5 pieds noirs dans le même kilomètre carré de Paris. Ça vient de là. Et attends, tu dis, la deuxième, la troisième ouverture, c'était combien de temps après l'ouverture À du chaque premier? fois, un an après. Et donc une année quand même. Pendant Oui, une année. Ouais. La restauration, c'est du temps long. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu te dis, je vais trouver Bien un sûr. emplacement, le trouver, le signer, le financer, faire les travaux. Ouais. Donc au bout d'un an, tu t'es dit, zut, il faut qu'on ouvre. Au cool, il faut qu'on ouvre. Ah non, c'était... Non, mais tu sais, on était jeunes, insouciants, on était en mode, ouais, c'est trop bien. Enfin, on ne prenait même pas ce recul-là, tu vois. Genre, il fallait juste le faire. Toi, Benjamin, tu as ouvert Dahlia, le premier restaurant, tu l'as ouvert quand? Je l'ai ouvert en juin 2021, le jour de la réouverture des restos post-Covid. On a eu la chance du débutant. Et là aussi, directement, c'est chance du débutant avec les clients qui viennent directement dans ton restaurant? Ouais, on a eu la chance que la mayonnaise monte et prenne vite. Et dès le premier jour, on a été complet et on n'a jamais désempli depuis. Je pense qu'on a bénéficié de l'effet favorable du post-Covid, de Tout le monde voulait... de toute l'énergie qu'il y avait Ouais. à Paris qui était juste dingue, plus une com qui a bien pris et des clients qui ont commencé à revenir. Donc la sauce a bien pris. Et à ce moment-là, tu avais l'idée d'un seul restaurant. Le deuxième, il naît quand dans ta tête? Alors, pour être complètement transparent, en fait, quand j'ai démarré Dahlia, j'avais l'ambition d'en ouvrir plusieurs. Ah oui, d'accord, déjà. Voilà, juste, je le disais pas parce que quand on démarre, on a peur de se planter. Donc c'est un peu présomptueux de commencer à dire je vais monter un groupe de restauration avant même d'avoir ouvert un premier lieu. Donc juridiquement, c'était déjà structuré comme un groupe, mais j'en parlais pas. Et du coup, j'ai commencé à en parler et à sortir de l'opérationnel quand j'ai vu que ça prenait bien. Parce qu'au début, tu étais vachement impliqué, tout comme Graphie le disait, tu étais vachement impliqué aussi au sein du restaurant, tout le temps en salle, tout le temps, en cuisine peut-être pas trop, parce que plutôt en salle, c'est ça? Alors vraiment partout, en fait, les 6 premiers Partout. mois, j'étais au four et au moulin et hyper opérationnel. C'est ce que disaient Julia de Maslow et Dauphine juste avant. Je pense que c'est bien de comprendre les différents postes. Donc j'ai fait salle, cuisine et bar pendant 6 mois, 7-7, midi soir. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, j'avais eu ma chef en arrêt de travail pendant 4 mois, sous-chef Covid long 2 mois. Et donc j'ai pris le poste de chef pendant 3 mois à l'époque. Ah, je savais pas ça. Exactement. T'as été chef, donc hein. en cuisine. Parce que pour toi, c'est chef, c'est un bien grand mot, hein, mais. Mais tu chapeautais, tu dirigeais quelque part, tu chapeautais la cuisine, non? Ouais, C'est ça. en Donc cuisine, chef, surtout. on peut dire chef. Chef en formation. C'est comme Serial Food Entrepreneur en devenir. Parce que toi, t'es issu de la reconversion également. T'avais Ouais. jamais travaillé dans la restauration avant. J'avais travaillé en bar, mais ça faisait pas de moi un restaurateur. Donc non, c'est une reconversion et j'encourage tous ceux qui hésitent à se lancer parce que c'est un métier qui est certes technique, mais qui s'apprend aussi sur le tas. Et tant que vous arrivez à bien vous entourer, tout est possible. Alors toi, Billy, première promo de Service Compris, ça on l'a dit. Quand tu es allé les voir, est-ce que tu leur as dit, moi ce que je veux c'est créer plusieurs restaurants autour de la cuisine chinoise du Bao, ou bien c'était, voilà, nous on a une idée d'un concept pour un restaurant et c'est venu par la suite? Oui, nous, on avait l'idée d'ouvrir un restaurant. Après, je pense que, en fait, il y a toujours eu cette ambition avec Céline qu'on s'est pas dit pendant toute l'année où on a ouvert un restaurant, puis les 2 premiers mois, parce qu'en fait, on a décidé qu'on allait ouvrir le deuxième au bout de 2 mois après l'ouverture du premier. Donc il y avait cette ambition aussi. Mais on avait un petit peu peur que le premier ne fonctionne pas, donc on avait peur d'assumer ces ambitions-là.
Mais au fond, on le savait. Vous savez, au bout de 2 mois, vous avez fait face à la réalité, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. C'est pareil. Enfin, je pense qu'on a une chance énorme ici, qui est qu'effectivement, lorsqu'on a ouvert notre premier restaurant, ça a quand même été un gros carton. Donc nous, c'est pareil. On a, c'est le même parcours très similaire hein, aux deux. Je pense que Graffi, elle a déjà fait des burgers. Nous, on a ouvert sans chef. Enfin, en fait, on a fait 1 an sans chef. C'est nous qui avons fait la carte, plutôt Céline. Donc on cuisinait, on faisait la R&D dans la cuisine de chez moi, avec de bonnes odeurs dès le matin, à 8h du matin, avec ma femme qui était enceinte à l'époque. Elle devait être contente. Elle était contente, ouais. En fait, je le cite parce qu'elle me redonne tout le temps cet exemple. Donc, et effectivement, en fait, on a embauché la queue qui arrivait dès les premiers jours, et on a embauché 10 cuisiniers, je me rappelle, en 10 jours. Parce qu'on ne s'attendait pas à cette affluence. Donc c'est nous qui les avons formés, on était en cuisine, en salle, partout, un peu la donc même chose. On a quand même 3 success stories assez rapidement sur le premier restaurant pour vous 3. Après, quand vous ouvrez d'autres restaurants, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a différents cas de figure. Toi, par exemple, tu as gardé le nom PNY pour tous les restaurants, et on va voir que vous, c'est pas forcément le cas. Il y a toujours quelque chose en commun. Bao pour toi, Dahlia... Le deuxième s'appelle Jolia. Et Jolia. Le troisième, t'as déjà une idée? Pas encore, non. Mais est-ce qu'il y a le lia à chaque fois en assez commun? distinct. Non. Il y a un A dedans, mais assez distinct. On pense qu'il y a un A dedans. Alors, en fonction de quoi vous décidez justement, enfin toi, de garder le PNY, mais en revanche, ce qu'on va voir aussi, c'est que les identités des restaurants sont très, très, très différentes les uns des autres. En fait, on a mis tellement de temps à trouver le nom du premier. Non, c'est marrant ce que tu dis sur l'histoire de la structure juridique, parce que nous, on l'a pas du tout anticipé. Et punaise, on se le coltine encore maintenant. Donc, s'il y a des gens qui veulent ouvrir plusieurs restaurants, faites tout de suite la version holding avec des restaurants en dessous. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a un restaurant dans la holding, dans la société mère, et personne ne comprend rien. Enfin bon, bref. Petite parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse qui est hyper importante, effectivement, pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs de la salle. Ouais. Et ensuite, sur le nom, je t'avoue qu'on ne s'est pas spécialement posé la question sur le nom en tant que tel, mais en revanche, au début, on avait un logo différent par restaurant. Parce que dès le début, on n'a pas voulu être associé à une chaîne, parce que il faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans avant, eh bien, la chaîne avait une très très mauvaise presse. Tout le monde a en tête ces grosses chaînes qui sont mal développées, et on voulait vraiment pas aller là-dedans, se couper de ça. Donc on avait des logos différents, on a des lieux différents de ce fait-là. Et ça, du coup, le fait de ne pas pouvoir dupliquer le même modèle, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Enfin, Oui. Ouais. La carte reste la même? Oui, la carte, c'est la même partout. On a juste un burger qui change par quartier où on est implanté. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail, mais c'est aussi... Enfin, avec Rudy, on est avant tout des passionnés. Lui, il est passionné d'architecture et... Donc, il s'éclate là-dessus. Mais oui, voilà. c'est-à-dire que tu lui enlèves ça, il y a plus aucun... Il se nécrose. Bah oui. Ouais. Voilà. Et pour Bao, alors, c'est passé comment? Alors vous, justement, l'avantage, c'est que le mot Bao... vous l'avez utilisé dans tous les noms de restaurants, si je ne m'abuse. Hein. Oui, ouais. Exactement. Donc on peut vous retrouver via le terme Bao à chaque fois. Ouais, mais il ne faut pas se tromper, sinon vous allez être déçus, parce qu'il y a d'autres Bao. Et... Donc il faut faire attention alors. C'est ça, exactement. Tout le monde a compris, d'accord. Nous, alors, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire de la Bao Family, Céline, elle a fait ses armes chez PNY. Donc on est un peu les enfants PNY, quoi. Il y avait ce côté où on pouvait pas se permettre de faire le même lieu, et il y a la même affinité de la part de Céline sur toute la partie déco, mais également sur la partie food. Donc lorsqu'on a procédé plutôt, au début c'était du kiff, hein. Donc on fonctionnait par coup de cœur. On est tombé sur un deuxième resto, il était trop grand, il était trop beau. On s'est pas dit non mais c'est dur à opérer un grand resto. On s'est dit c'est trop cool. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre de cool dans ce restaurant-là, sans se mettre de contraintes du tout. Donc on s'en est pas mis du tout, on s'en est pas mis dans le nom, dans la carte. On l'a changé complètement, dans la déco, dans l'équipe, la typologie de l'équipe, etc. Donc
C'est comme ça qu'on a fonctionné. Après, c'est sûr qu'à un moment, il faut quand même trouver un certain équilibre avec voilà, l'ambition qu'on a aujourd'hui d'ouvrir des points de vente et quand même de rationaliser autant que possible, en vrai, j'ai envie de dire, tout en gardant une forte attractivité de nos lieux et d'apporter quelque chose de différenciant et d'unique pour chaque lieu. Et de ça, clairement, on a cette inspiration-là hein, du côté PNY qui naît de là. Benjamin, toi, quand tu as ouvert, quand tu es passé de 1 à 2, enfin, quand tu ouvres un restaurant, tu as toute ton attention sur le restaurant, 100% de ton temps, voire plus. Quand tu ouvres un second, comment ça se passe? Parce que tu dois faire tourner le premier, mais il ne faut pas le délaisser. Et il faut en même temps avancer sur le second. C'est un sacré challenge. Ouais, ça a été un gros challenge. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs qu'on aurait pu faire à ce moment. Lesquelles, par exemple? Comme ça, on évite de retomber dedans, peut-être, si on apprend de ton parcours. Bah, en fait, l'erreur principale que tu cites, c'est y a un nouveau projet, on est hyper excité par le nouveau projet, et on tend à délaisser le premier, alors qu'il ne faut jamais oublier que ce qui fait tourner la boutique et la machine, c'est bien le restaurant qui est opérationnel. Et donc du coup, il s'est passé ce qui se passe avec les enfants quand il y a un premier enfant et un nouveau-né qui arrive, bah, c'est que l'enfant existant devient jaloux à la naissance. Et c'est un sentiment qui est normal, mais du coup, on a eu un peu, alors je ne sais pas si jalousie c'est le bon terme, mais un sentiment des équipes de Dahlia en fait, on est délaissé, on vous voit plus. Et un manque d'amour. Un manque d'amour, ouais. Alors que pourtant j'avais autant d'amour parce que pour moi c'est le premier. Ah, c'est ton premier. Je pense que j'aurais toujours plus d'amour pour celui-là, mais voilà, c'était vraiment un manque d'attention et en fait la restauration c'est un très beau métier, mais c'est hyper ingrat. Si on relâche l'attention une seule fois, bah, ça peut vite déraper, quoi. Et la restauration, c'est un métier où tous les jours on recommence. On peut être des rockstars le lundi, mais si le mardi, la cuisine et les prépas sont pas de qualité, le service est moins attentionné, et ben on se fait cartonner, et à raison d'ailleurs. Donc voilà, je pense que l'erreur de ne pas se défocaliser du premier lieu est importante. Et je pense que la deuxième qu'on a aussi pu faire, la deuxième, il y en a tellement en fait là qui me viennent à l'esprit, j'essaye de trouver celles qui sont les plus importantes. Les plus marquantes, oui. Mais c'est qu'en fait, quand on a un seul restaurant, on a tendance à vouloir être omniprésent, alors que nous, c'était quand même un gros resto. On a commencé à 20 salariés, mais on était à 45 salariés chez Dahlia quand on a ouvert le deuxième resto. Et en fait, du coup, j'étais un peu omniprésent. J'avais déjà des équipes en fonction support, donc quelqu'un aux achats, quelqu'un en RH, quelqu'un aux opérations. Et en fait, on avait tendance à materner les équipes du premier, alors qu'on avait un directeur, qu'on avait un chef, qu'on avait des managers. Et ce qui fait qu'on les a trop biberonnés. Et au moment où on s'est retiré un petit peu de l'opérationnel, on s'est rendu compte que la transition était hyper douloureuse, parce qu'on les avait habitués à être hyper dispo pour eux, à débarquer au resto. Enfin, moi, on m'appelait à n'importe quelle heure, je débarquais en scout pour régler un problème technique, pour régler Et ce qui fait que la transition a été un petit peu douloureuse. Donc sur le deuxième, on a vraiment décidé dès le premier jour d'autonomiser au maximum les équipes, avec un directeur qui est autonome, avec un chef qui a ses responsabilités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le deuxième fonctionne tout seul, pas le premier. On n'a toujours pas réussi à arriver à cette autonomie. Non, parce que c'est plus dur de changer a posteriori une fois que les mauvaises habitudes sont prises. Et justement, est-ce que quand vous ouvrez un resto, est-ce qu'il y a une partie de vos équipes qui va dans le ou les nouveaux restos? Et est-ce que du coup, ça aussi, ça va pas désavantager les restos qui étaient existants? Comment vous arrivez à trouver un certain équilibre finalement entre le côté partage, transmission de la culture d'entreprise, des valeurs, de la manière de travailler, et le côté pérennité des autres restaurants? Tu poses des questions. Sur le côté ouvrir son deuxième restaurant, c'est vrai que au final, c'est un peu la seule fois dans ta vie où tu fais 100% de croissance quasiment du jour au lendemain. Et en effet, tu peux pas te dédoubler. Moi, je me souviens ce qu'on avait fait, on s'était partagé la semaine avec mon associé. Je faisais tel jour là et tel jour de l'autre côté. Et ensuite, cette question-là t'accompagne, peu importe la taille, parce que même nous, aujourd'hui, on a eu... là, dernièrement, on a ouvert
3 restos l'année dernière et 3 restos l'année d'avant. Et donc, on était super focus sur les nouveaux restaurants. Évidemment, tu penses plus aux anciens. Mais le truc, c'est que les anciens, ça tourne, tu vois. Il y a un directeur qui est en place, qui est là depuis toujours, qui connaît tout. Et donc, tu te reposes sur lui pour gérer pour avoir le temps de gérer les nouveaux restaurants. Mais les anciens te le rappellent quand même qu'ils ont besoin de toi, ils ont besoin de te voir, ils ont besoin... du coup, là, on fait un retour en force sur Paris pour leur dire mais on vous a pas oublié. Enfin, Vous restez à leur côté. Ouais. Ouais. Benjamin, je te voyais acquiescer. Tu avais quelque chose à rajouter quand j'avais posé la question, ouais. Ouais, alors moi j'ai peut-être moins le recul, pas le même recul que Graphique, parce qu'on n'a pas 14 points de vente partout en France, mais c'est sûr que l'organisation qui est mise en place, je pense qu'il y a un point intéressant, c'est ce que tu racontes sur le fait que vous vous êtes dédoublé avec Rudy pour vous séparer la semaine. Moi, quand j'ai démarré seul, donc j'avais pas de cofondateur, pas d'associé. Donc c'était sport, mais c'était jouable quand il y avait un lieu. Et quand le deuxième est arrivé, en fait, j'ai commencé à avoir un rythme qui devenait insoutenable et je me suis rendu compte que c'était impossible ou trop complexe de à la fois opérer des lieux et avoir le nez sur le futur et le développement du groupe. Et du coup, à ce moment-là, assez tôt d'ailleurs dans l'aventure, il y a quelqu'un qui s'appelle Julien qui m'a rejoint et que j'ai associé. Et en fait, ça m'a changé ma vie. J'ai repris les 9 kilos que j'avais perdus en 7 mois quand même, alors que je suis pas bien gros. Et en fait, on s'est splitté les sujets où lui gérait vraiment tout l'interne et l'opérationnel, et moi le nez sur les sujets externes. Tout ce qui était développement. Développement, alors, quelques sujets internes, finance, RH, mais globalement un tourné vers l'opérationnel et l'autre vers le développement. Et justement, quand on grossit comme ça, on a besoin peut-être comme l'a dit Benjamin, il y a Julien, un associé, il a fait monter un associé. Vous avez fait monter justement de nouveaux associés, ou est-ce qu'il y a eu des fonds qui vous ont accompagné? Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut se faire accompagner quand on grossit sans perdre son identité? Ça, pour moi, je trouve, vous avez tous les trois, vos restaurants ont des identités très fortes qui vous correspondent. Est-ce que quand quelqu'un vient, vous accompagne, ça change un peu la donne? Bao, alors, ça s'est passé comment, vous? Ouais, nous effectivement, alors le premier restaurant, on l'a ouvert comme des grands, juste tous les deux. Ensuite, comme on a ouvert très rapidement Gros Bao, on l'a trouvé au bout de 3 mois d'ouverture de Petit Bao. Les banques nous prêtaient pas, sachant qu'on avait dilapidé notre apport, donc on devait chercher des financements externes. On a fait rentrer des business angels et ensuite on a levé des fonds par la suite uniquement toujours sur le même format, plutôt des business angels qui nous ont accompagnés dans le développement. Et effectivement, on a un board. On a aussi fait le choix d'avoir ce format-là plutôt qu'avoir un gros fonds qui soit très contrôlant et qui prenne une grosse partie du capital. On voulait garder justement autant de pouvoir que possible pour profiter de ce moment et continuer à dicter un petit peu la vision qu'on a. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a une liberté totale. Tu gardes cette liberté alors? Ouais, tu as réussi à garder cette liberté. Quand je dis totale, c'est-à-dire que on les a choisis, les personnes qui sont à notre board, selon une ambition commune. Donc, on a et parfois, c'est leur rôle et ils sont là pour nous rappeler aussi que il se passe des choses un peu bizarres. On est là pour vous aider, on a de l'expérience, etc. Mais il y a un rapport, pour moi, extrêmement sain. Plutôt que très contrôlant et de tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est pas du tout comment ça se passe, en tout cas chez nous. Et vous, Graphi, PNY, à partir de quel moment il y a eu finalement besoin de justement soit de business angels, d'investissements extérieurs ou de fonds qui venaient à vos côtés? C'est à partir de quel restaurant sur 14? Alors, au début, on était comme vous, sur de l'autofinancement. Puis, on a fait rentrer du fonds. Alors, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est des fonds qui n'existent plus. C'est plein de sagesse, c'est différent. D'accord, voilà. Qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement, mais c'est tous ces fonds TEPA qui permettaient à des gens de défiscaliser
Et donc cet argent-là, c'était assez intéressant parce que même si c'était de l'equity, au final, en fonctionnement, c'était plutôt comme de la dette. Donc c'est plutôt du quasi-fonds propres. Donc en fait, tant qu'on était dans ce système-là, on avait cette liberté, celle que tu vis aujourd'hui, et qui est hyper agréable parce que je pense que quand tu as goûté au fait d'être ton propre patron, tu vois, c'est quelque chose que, cette liberté, c'est difficile à céder. Et nous, là, on a fait rentrer en juin 2022, pour le coup, un vrai fonds qui a mis un gros ticket pour qu'on puisse se développer, etc. Donc ça a évidemment des avantages, donc la vitesse, la structuration, la partie financière que nous on regardait pas trop parce que jusqu'à présent on a toujours fait les choses par kiff. Pas au doigt mouillé quand même. Bah franchement si. Franchement si. Je pense que j'ai découvert l'exercice du budget avec l'arrivée de ce fonds, tu vois. On suivait PNL et tout, hein, ça veut pas dire... on avait des tableaux de bord, des KPI, on suivait notre food cost, nos RH cost, enfin le métier de base, ça oui, mais cette espèce de structuration très 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 financière où tu fais des forecasts, des year to date, des like for like... Ça c'était nouveau pour toi. Tout ça c'est nouveau. Et est-ce qu'ils t'ont imposé justement en termes de food cost qui était peut-être trop élevé à leur goût et toi tu t'es dit bah non, moi c'est hyper important de garder cette qualité-là et pour cette qualité-là il faut que le food cost soit d'autant d'autant. Disons que c'est toutes ces discussions-là, c'est des discussions que nous on n'avait pas forcément auparavant parce qu'avec Rudy, nous on veut faire le meilleur burger de la planète, donc le meilleur burger de la planète, ça c'est sans compromis, c'est telle viande, c'est tel pain, etc. Et donc c'est vrai que le fait qu'il y ait des fonds, eh bien, ils nous challengent, comme ils ont une vision très financière, ils nous challengent sur tous ces points. Alors, je dis pas que c'est mal, mais il y a quand même un côté où il faut se défendre, où il faut argumenter, dire que pourquoi il faut faire comme ça et pas autrement, même si ça coûte plus cher, etc. Et pour faire les meilleurs burgers de la planète, il faut avoir des bons producteurs, bien sourcer les produits. Est-ce que, et ça c'est valable pour vous tous, hein, pas seulement pour les meilleurs burgers de la planète, mais pour les bao et pour la cuisine méditerranéenne. Est-ce que les producteurs avec lesquels vous bossiez au début, ils ont pu continuer de vous suivre? Comment ça se passe justement pour... ou est-ce qu'il y en a certains qui ont dit « Ah ben non, là moi je peux plus, il faut changer » parce que en grandissant, est-ce qu'on perd pas en qualité? Voilà ma question. Moi, je donne toujours cet objectif sur toute la partie food de Bao Family qui est l'inverse. Et effectivement, en fait, ça c'est, je pense que c'est ce qui se passe généralement, ce que tu viens d'évoquer. Donc, quand tu grandis, tu vas perdre en qualité, tu vas perdre dans la qualité des produits, etc. Des services, mais enfin même de l'accueil en salle, des choses comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est essayer de retourner ça. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, nos restaurants sont meilleurs qu'au Day One. Et j'espère que ça va durer, mais c'est sûr que c'est un travail où on doit travailler plus intelligemment. Après, nous, on a toujours eu cette notion-là, qu'on a mis un petit peu, qu'on a instauré dès le début de cost, de pilotage. Bien sûr, il y avait... on est peut-être plus insouciant à un instant T, mais en fait, c'est comment travailler de manière très maligne aussi. Et parfois, il faut changer la recette totalement. On travaillait avec je sais pas, des champignons en vélo sur les portes, au niveau des portes de Paris. Bon, là, on va à Marseille. C'est sûr que ça va être compliqué en vélo. Et donc, en fait, on change de recette totalement. On recommence avec d'autres produits. Mais je pense que, en vrai, même quand je reprends PNY, c'est un peu une nouvelle vision, ça, que les entrepreneurs food, en tout cas autour de la table, ont aujourd'hui. C'est que cette croissance, elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Mais c'est sûr que ça impose... on doit faire avec plus de contraintes. Une sacrée discipline. Ouais. Benjamin, toi aussi, là, pour l'instant, tu as doublé, on va dire. Quelle a été la réaction des producteurs, de tes fournisseurs? Ou justement, est-ce que tu as eu un côté positif où tu pouvais peut-être aussi renégocier certaines choses?
Ouais, dans le prolongement de ce que Billy dit sur la qualité, la régularité de la qualité, c'est sûr que ça mérite et ça demande une attention de chaque instant. Et encore une fois, on n'a pas le droit de se relâcher. Et encore aujourd'hui, si je passe dans un resto et que je trouve que visuellement le dressage n'est pas au niveau ou qu'il y a une texture qui n'a pas l'air d'être bonne, en fait, on demande aux équipes, chefs et sous-chefs, de goûter tous les jours toutes les préparations. Et si ça va pas, on jette, ce qu'on n'aime pas faire, mais on le fait et on refait. Donc oui, c'est un enjeu et c'est un peu moi l'une de mes inquiétudes, le fait qu'on s'apprête à accélérer un peu notre croissance, c'est comment on va réussir à maintenir la régularité de la qualité avec la croissance. Et ensuite sur les fournisseurs, pour le coup, on a profité entre guillemets du fait d'ouvrir un deuxième lieu pour refaire des appels d'offres, pour renégocier les tarifs. Et certains ont pu suivre les volumes, d'autres n'ont pas forcément pu. Et donc voilà, on a une grosse partie de nos fournisseurs qui sont les mêmes qu'au premier jour et d'autres qui ont évolué. Et voilà, et constamment, en fonction des problèmes de livraison, de qualité, des tarifs, on change des fournisseurs. On a une personne dans ce travail qui en source quotidiennement des nouveaux. Et partir en dehors de Paris, c'était naturel, en fait? Alors, pas vraiment. Ça s'est fait quand pour la première fois et à quelle ville? Déjà, nous, on est un pur produit de la rive droite. J'habitais Gare du Nord. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que traverser la Seine, c'était Ça a déjà de Paris été. pour toi, Ouais, ça a déjà été un premier. Je sais pas s'il y a des gens rive gauche ici. Une expatriation limite. Non, mais enfin, ça a l'air bête dit comme ça, mais en fait, au début, faut se dire qu'on était que autour de République et je faisais le tour des restos dans la journée. Enfin, c'est le fait de se développer en escargot, il y a un côté hyper pratique, je voyais tout le monde dans la journée. Enfin, et c'est un métier de terrain. Faut être présent, quoi. Et passer rive gauche, c'était un vrai sujet parce que on s'est dit. Ça c'est une logistique, on va devoir il sort de notre champ de vision un peu, tu vois. Et donc c'était un premier crash test à la limite justement pour aller vers en dehors de en province, en région. C'était presque ça, tu vois. Et donc on ouvre rive gauche, Gaîté, rue de la Gaîté. Et il s'avère on fait un carton plein parce que on a personne autour de nous. Enfin, c'est-à-dire que là où il y a 6 biennois concentrés, tu vois, de l'autre côté, on est tout seul. Donc ce restaurant marche fort et là on se dit bon, on peut essayer encore plus loin. Du coup, on essaye Lyon. Donc Lyon, rebelote, ça fonctionne. Là, on se dit, parce qu'on a toujours l'impression, enfin, on est hyper prudent, donc on se dit que, ça fonctionne, mais c'est parce que c'est Lyon, c'est une super grande ville, c'est comme Paris, machin et tout. On va essayer une ville plus petite. Et donc là, on ouvre Strasbourg. Strasbourg, ça remarche. Et là, du coup, on se dit, bon, ça y est, il y a quelque chose, on peut... Et justement, alors, en termes de naming, Paris-New York, est-ce que ça marche dans toutes les villes de France, avoir le mot Paris? Ça a été une vraie question. Encore une fois, nous, on pensait pas en ouvrir d'autres. Donc, on s'est pas dit que ça allait être un sujet. Et donc, on se retrouve avec ce nom Paris-New York et on se dit, comment on va faire pour ouvrir à Lille et tout. Et donc, au début, on se dit, c'est bien, c'est facile, on va mettre PNY, ça va passer ni vu ni connu. Et en fait, le problème, c'est super technique, mais sur une façade, PNY, ça prend pas du tout de place. Et donc, ça a zéro visibilité. Et du coup, on se retrouve quasiment obligé de mettre Paris-New York. Mais bon, écoute, pour l'instant, peut-être pour ça qu'on va pas à Marseille, mais pour l'instant, tu vois, effectivement, on mettra Pastis New York. Ah, pas mal. Voilà, t'as trouvé la solution. Alors, on va s'approcher de la fin de la table ronde. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle, éventuellement? Ah oui, là-bas. Attendez, j'arrive. Merci. Moi, j'ai une question juste à poser. Pour le passage d'un premier établissement à un deuxième établissement, quid de bonnes pratiques par rapport aux banquiers et aux enjeux de financement qui y sont associés? Par les temps qui courent, ou c'est plus dur qu'avant? Alors peut-être que je peux répondre parce que moi c'est tout frais dans ma mémoire, alors qu'il y a d'autres dinosaures pour qui ça sera peut-être plus lointain.
Alors sur les financements, je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de néo-entrepreneurs. Sur les financements bancaires, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le métier des banques, c'est de prêter. Elles gagnent leur vie parce qu'il y a du flux. Donc les banques n'arrêteront jamais de prêter. Il faut juste réussir à les convaincre. Nous, là, ce qu'on a eu comme grosse difficulté, et je pense que c'est celle que Billy a eue d'après ce qu'il vient de dire, c'est que les banques ont des canaux de décision qui sont très normés et très traditionnels, où en fait pour prêter un établissement, il faut 3 ans d'ancienneté. Ils demandent 3 liasses fiscales. Bon, Billy Grosbao au bout de 3 mois, nous on faisait les demandes de financement au bout de 6 mois, on n'avait même pas une liasse. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à convaincre une banque que le modèle fonctionne et qu'on ne va pas se planter. Mais en tout cas, sur la partie financement bancaire, les banques prêtent toujours pour les bons projets, peu importe les taux, peu importe les... Voilà. Là où il y a peut-être un enjeu, c'est sur l'apport. Et donc, alors, je pense que c'est pas le sujet, je crois que ça a été évoqué dans une table ronde avant, mais il faut ou bien être autofinancé, avoir réussi à dégager du cash avec son activité première, ou bien il faut trouver des financements externes, donc des business angels, des fonds d'investissement, des friends and family ou autres. Une autre question? Ah, là-bas tout au fond. Un studio de créa graphique. Est-ce que vous estimez, du coup c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que tu voulais pas le même logo pour pas l'effet chaîne. Est-ce que vous estimez que justement d'avoir construit une image très forte dès le démarrage, ça vous a aidé par la suite et même éventuellement sur le sujet de l'investissement derrière, parce qu'en fait se dire si on en ouvre un deuxième, on capitalise sur l'image du premier, il faut que ce soit très reconnaissable pour la suite. Voilà. Est-ce que vous estimez que ça a été vraiment un truc déterminant ou finalement c'était genre le petit truc en plus? Là, je crois que tu parles à 3 chaînes qui portent la marque vraiment. J'ai l'impression qu'on a passé énormément de temps à bosser ce sujet-là. Nous, on s'est toujours dit que le restaurant qu'on ouvre après devait remplir encore plus les restaurants d'avant. Donc à chaque fois, on a fait le truc en plus, le coup de folie en plus, qui fait que on reparle de nous, on fait beaucoup de com, on fait beaucoup de marques. Enfin, c'est mon associé qui s'occupe de ça, donc il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais c'est complètement déterminant chez Piano, oui. Et après, je pense que en fait, c'est des débats éternels. Ces questions d'identité de marque, de logo, de lieu, parce que c'est comment est-ce que tu capitalises aussi sur ce que tu as bien réussi. C'est comment est-ce que ton logo, enfin bref, nous justement, on se pose la question de remettre quelque chose de très commun à chacun des restaurants, parce que finalement, à force de chercher tout le temps de la prochaine grosse idée, et ben finalement on en a déjà sorti 1000, donc peut-être repiocher dans ce qui fonctionne déjà et réinventer ce qui fonctionne déjà. Donc mais c'est bien, ça nourrit, je pense, la créativité dans le groupe. Et ça fait partie enfin, c'est un questionnement éternel pour moi, ces questions-là. Et on évolue avec ces questions-là en fonction de là où on en est. Et là, on part en province. Justement, on se dit qu'on a besoin d'une identité qui est très reconnaissable. Donc c'est pour ça qu'on se pose cette question-là. Lorsqu'on était sur Paris, on était plutôt sur ce que disait Graphi. On voulait pas être une chaîne, enfin sur les chaînes, mais c'est pas ce qu'on voulait. Donc effectivement, on voulait des identités très marquées dans chaque point de vente. Surtout qu'en plus, chez Mao, je pense que c'est ce qui a cassé le game total, c'est que les restaurants chinois jusque-là, ils n'avaient pas vraiment d'identité aussi forte et c'est ce qui nous a rendu aussi cool. Je suis d'accord. Bonjour à tous. J'ai 2 petites questions. La première, c'est sur votre stratégie de développement. Vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes Pianway, vous êtes parti assez vite en dehors de Paris, enfin après 6 enseignes quand même. Mais c'est savoir, est-ce que c'était une volonté de se dire on se développe très vite en France avec un établissement dans chaque ville, plus que de créer des pôles comme a pu le faire Big Mama ou d'autres acteurs. Et deuxième sous-question, c'est
comment est-ce que vous êtes structuré en interne, c'est-à-dire au niveau du siège, pour accompagner ce développement? Alors, oui, nous, on aurait aimé faire la version, ce que j'appelle escargot. Donc, c'est-à-dire, t'ouvres à Lyon et du coup, après, t'ouvres un deuxième à Lyon, un troisième à Lyon. Enfin, tu vois, tu rayonnes comme ça, Annecy, Grenoble, etc. Mais en fait, le sujet, c'est que tu es très vite coincé par les opportunités immobilières qui s'offrent à toi. Parce que le problème en France, c'est qu'il y a toute cette histoire de fonds de commerce et que un bon emplacement, ça court pas les rues. Et nous, il s'avère que on a eu un super emplacement à Lille. On a pris à Lille. Alors que dans les pays où il n'y a pas ce système de fonds de commerce, il y a un peu un système de renchérissement. Donc tu peux arriver et dire je vais payer 20% de loyer en plus. Le mec il éjecte son locataire précédent et il te prend à la place, quoi. Donc on aurait aimé faire en escargot, mais on n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir là où on a pu. D'autant plus que nous on aime bien être vraiment cœur centre-ville. Donc les meilleurs spots, c'est les spots qui tournent le mieux, et donc c'est les spots les plus rares, quoi. Et après, sur le siège, on est très très light. J'entendais tout à l'heure Big Mama 100 personnes. Eh bien, on est 20 fois moins. On est genre 5 au siège. Il y a moi, il y a Rudy qui est au market, on a un mec à la finance, une nana au RH, un acheteur et le stagiaire commun. Ok, je suis intéressé si on peut parler après, parce que nous, on est 7. Ouais, t'es plus gros. On est plus gros au siège, sein donc du je pense siège. qu'on a un problème quelque part, mais on en discutera après. Elle va te donner des conseils, je pense, pour grandir plus vite peut-être. Je crois qu'il y avait encore des... Oh, il y a encore plein de mains levées. Oups. Est-ce que vous diriez que votre communication, votre présence dans les médias, elle a pu bénéficier et rassurer, au-delà de la rentabilité, rassurer les banques, les investisseurs, pour en ouvrir un second? Oui. Enfin, je pense que... en fait, pour moi, les social media, on le voit vraiment plus comme une opportunité incroyable de notre époque. Avant, on devait avoir cette résonance de bouche à oreille, passer à la télé, à la radio, et là, le lien, il se fait extrêmement directement. Donc nous, je pense qu'on en a énormément bénéficié. Et enfin, j'étais encore avec... enfin oui, même les banques, on leur montre un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On fait une collab avec Puma actuellement, et c'est sûr que ils trouvent ça génial. Ils peuvent nous suivre au quotidien, et donc... et ça rassure les banques de voir justement que vous avez une grosse communauté qui vous suit avec beaucoup d'engagement. Est-ce que les banques sont sensibles à ça également? C'est parti un peu peut-être du... Oui, c'est ça, mais pour compléter la question de la présence dans la presse, effectivement. Je pense que c'est un plus. Après, il reste quand même très cartésien, les banquiers. Donc ça nous aide quand même beaucoup, on va dire, l'image de marque qu'on peut avoir plutôt lors des levées de fonds, je trouve, où on va vraiment avoir peut-être un petit premium parce qu'on est dans la presse et qu'on est dans Grazia. Bien. On va prendre une dernière question. Je suis désolé, je sais qu'il y a plein de questions, mais vous resterez peut-être encore un peu après et on peut vous aborder. Moi, j'ai une question, c'est plutôt quand vous ouvrez un nouveau restaurant, est-ce que vous trouvez qu'il est impératif de déléguer, ou est-ce que vous pensez que vous pouvez tout faire vous-même? Enfin, je veux dire, on peut tout apprendre, mais vous n'êtes ni architecte, par exemple, ou maître d'ouvrage, par exemple. Dans quelle mesure vous faites appel à d'autres services, même concernant les RH au quotidien, aux équipes marketing? Est-ce que vous trouvez que vous devez nécessairement vous-même mettre la main à la pâte, peut-être aussi pour économiser des coûts? Ou enfin, comment vous pensez qu'il est possible de gérer cela? Merci. Alors je peux me lancer. Alors c'est un débat éternel. Qu'est-ce qu'il faut déléguer? Qu'est-ce qu'il faut internaliser?
dans quel cas il faut, entre guillemets, radiner et pas prendre de prestataire. Donc je pense que il n'y a pas de réponse parfaite. Nous, la manière dont on a fait les choses, déjà, je pense que je l'ai très mal fait, j'ai pas assez délégué, donc j'ai failli exploser en vol assez rapidement. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels c'est important de comprendre et d'être conscient de ses limites, et sur lesquels c'est important de ne pas radiner, désolé le terme, il n'est pas très élégant, mais ça va être le cas, je sais pas, sur le branding typiquement, où nous on s'est dit c'est hyper important, et donc non, on va pas prendre un freelance de 17 ans parce que c'est pas cher, ou non, on va pas le faire sur Canva tout seul. Donc là, on s'est dit, ok, on met un budget. Sur les sujets, je sais pas, des contrats de travail, on s'est dit, bon, peut-être qu'un avocat en droit social pour une relecture, c'est important parce qu'il y a plein de salariés. Et oui, ça coûte 1000 € aujourd'hui, mais ça peut éviter des gros surcoûts demain. Donc ça, c'est sur la partie presta. Ensuite, sur la partie, qu'est-ce que tu délègues, qu'est-ce que tu gardes comme sujet. Il y a un outil, je pense, qui m'a pas mal aidé et qui est peut-être le seul truc que j'ai gardé d'un cours d'école de commerce. C'est un truc qui s'appelle la matrice, je crois, d'Eisenhower, et où en fait, c'est un diagramme qui classe avec 4 carrés en fonction de l'urgence et de la priorité. Ah oui. Et qui t'explique, c'est hyper basique, mais en fait... L'urgence et l'importance, ouais. Voilà, urgence et importance. Ouais. Bah voilà, je l'ai même plus en tête, c'est pour ça que je pense que je délègue pas suffisamment ou pas bien. Oui, ou alors tu le fais instinctivement, donc t'as pas besoin. besoin. Et voilà, c'est ça. Et où en gros cette matrice, tu pourras regarder, t'explique que quelque chose qui est urgent et important, bah faut le faire tout de suite. Quelque chose qui est pas urgent, pas important, en fait faut pas le faire, faut le mettre de côté, le mettre à la poubelle, etc. Donc avec les 4 diagrammes, et c'est, je pense, un bon premier moyen d'aborder cette question de je délègue, je fais, je mets à la poubelle ou je planifie. Bon, merci à tous les trois et merci au public. C'est la fin de cette 3e table ronde.